Radio en mai. Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Molière n'était ni trop gras ni trop maigre, il avait la bouche plus grande que petite. Quand je fais dire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop son pour mon âge. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. On est au théâtre Mansart aujourd'hui, 4e jour de festival, radio en mai, théâtre en mai. On est très exactement même à la sortie du théâtre Mansart. Les spectateurs sont sur les gradins et nous sommes en face du théâtre, nous les regardons. C'est une émission qu'on va consacrer plutôt au travail d'écriture de théâtre. Des auteurs qui sont associés au théâtre sont avec nous aujourd'hui. Ils parleront du travail qu'ils ont fait préalablement et qu'ils vont aussi bientôt présenter dans quelques jours. Vous en saurez plus autour du projet qui s'appelle Les Lettres non écrites. Un projet absolument magnifique. Vous entendrez comme d'habitude notre chronique du spectateur, de la spectatrice en l'occurrence, qui nous permettra de remonter dans l'histoire du théâtre. Et puis, évidemment, vous le savez, on a une comédienne qui chaque jour se prête à l'exercice de la lecture, Lucille, aujourd'hui. Mais on rejoint tout de suite notre envoyé spécial, car nous disposons également au sein de cette radio aux multiples effectifs d'un envoyé spécial en la personne de Stéphane. Tous les jours, on l'appelle, on le rejoint. Et Stéphane arrive. Alors on ne sait pas du tout où il est. Hein. Oui. C'est vraiment la surprise à chaque fois. Il va voir une pièce de théâtre. Stéphane, t'es là ? Ouais, Alexandre. Ça va ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que t'es allé voir ? Alors, je sors de Clownstrom, la dernière représentation là, de Clownstrom. On est encore dans la navette d'Ivia qui nous ramène en centre-ville. Je suis calé au fond du bus avec une petite famille. Il y a Christelle et les enfants. Salut Christelle. Bonsoir. Alors, Boromé, c'est ton prénom ? Ouais, c'est mon prénom. T'as quel âge ? J'ai 13 ans. Je suis au collège en 5e. Et j'ai trouvé ce spectacle incroyable. Parce qu'en même temps, il était sombre, mais il était plaisant à regarder. Et on sentait qu'ils étaient bien dans le spectacle. Et c'est ça qui était surprenant et incroyable. Et le lieu est dingue. C'est-à-dire qu'on était quand même sur l'ancienne base militaire base aérienne de Dijon, là. Oui, c'est surtout qu'ils ont bien utilisé l'espace et que c'était impressionnant. Et que quand je pense qu'avant, il y avait des avions de chasse et tout, c'est un peu surprenant. Toi, tu vas beaucoup au théâtre, j'ai l'impression quand même, hein, parce que t'as l'œil aiguisé. Ouais, un petit peu. Tu vois combien de spectacles par an ? T'as une petite idée ? Par an, parfois j'en vois 5, 10, pas mal. En fait, ça dépend pour qui, quoi. Je pense une quinzaine. Je sais pas, oui, je dirais une quinzaine. C'est toi, Christelle, qui les a habitués tout petits à aller au théâtre, hein ? Oui, parce que moi j'aime bien ça, puis leur père aussi. Ouais, merci beaucoup, dis donc. Elle est super cette petite famille. Jérôme Garcin de France Inter qui a bien se tenir. Un petit bus là, qui nous ramène dans Dijon et à très vite. Ça marche, on t'embrasse. Bisous, Radio Mai. Merci. À tout à l'heure. Ciao, à tout à l'heure. Radio en mai. Avec Julie Ménard et Gustave Acapo, j'ai bien dit, Acapo, on va parler des auteurs de théâtre, car il y a des gens qui écrivent, des dramaturges, comme on dit. On commence, vous êtes associés donc au travail ici. Ce serait intéressant qu'on sache un petit peu avant la nature de vos œuvres. Théâtrale, combien vous en avez écrit, est-ce que vous avez des sujets de prédilection, et ensuite on développera ce qui se fait actuellement. Gustave. Ça commence par bonjour. Oui, j'en ai écrit une trentaine d'œuvres théâtrales et toutes montées ou pas? Non. Parce que c'est la grande question entre l'écriture et vous n'êtes pas metteur en scène. La plupart montées. Non. Enfin. Si, j'ai fait une mise en scène avec des professionnels l'année passée. C'était ma première mise en scène au Togo, parce que moi je suis originaire du Togo. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite en France. Et j'ai trouvé ça très plaisant à faire. Et j'ai beaucoup aimé.
Je pensais pas que je pouvais être, en tout cas que je pouvais me prétendre metteur en scène, parce que j'ai toujours trouvé que le temps de l'écriture et le temps de la mise en scène n'est pas la même chose. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui je suis plutôt lent. Dans le processus de réflexion, et j'avais déjà travaillé avec des amateurs et je trouvais que voilà, c'était pas mon temps, celui du plateau, et en fait avec des professionnels j'ai beaucoup aimé faire ça. Oui, c'est un peu ce que nous disait hier d'ailleurs Julie Ménard, hein, première mise en scène aussi, c'était très plaisant pour vous. Oui, absolument, c'était effrayant et très plaisant. Oui. Alors Gustave, dites-nous la nature de vos écrits. Est-ce que vous avez des sujets, des contraintes, des envies particulières, des choses qui sont récurrentes? Beaucoup de personnages, peu de personnages, des monologues. Si vous deviez nous présenter comme ça rapidement votre travail théâtral. Je dirais a priori, je préfère couvrir le plus large possible, monologue, beaucoup de personnages, drame, comique, pour ratisser large, hein, il faut vivre de son art aussi finalement. Donc plus on a de champs d'action, mieux c'est. Et en termes de commandes, de demandes, ils vous demandent quand même plutôt des pièces avec une distribution relativement modeste. Ça dépend. Là, je suis là sur mon prochain projet qui s'appelle On Marronne, qui est un projet où il y a trois entre le Sénégal, le Canada et la Guyane française. Ils étaient partis pour 5 comédiens. J'ai réussi à négocier à 6. C'est voilà, une négociation néanmoins. Et vous, Julie, des thématiques récurrentes dans votre travail? Alors, en fait, j'ai un peu posé toutes mes pièces il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui les unit? Et en fait, je crois que le thème, voilà, que je développe dans mes pièces, c'est comment est-ce que on peut transformer les choses, réinventer sa vie. Et souvent, mes pièces, elles parlent, que ce soit mes jeunes publics ou mes pièces tout public, en fait, elles parlent j'ai l'impression, de courage. Ah oui, le courage. Ouais. Et dans ta peau, c'est un peu l'histoire aussi d'une réinvention. C'est ça, c'est comment réinventer sa vie pour ne pas en finir. Oui, pour ne pas passer à côté de sa vie. Voilà. C'est drôle, ma première pièce s'appelle Catharsis. Et je l'ai écrite en me disant, j'avais des problèmes à régler. Et soit j'arrivais à faire quelque chose, soit je me suicidais. Et donc c'était pour moi une question de vie ou de mort. Et sur le fait de... Et comment vous avez résolu le problème? Ça peut peut-être aider. Je trouve que là-dessus, ce qui est formidable, en tout cas avec le métier d'écrivain, c'est qu'on peut quelque part étaler ses névroses ou en tout cas dealer avec en public et se faire payer et, au lieu d'aller voir un psy et payer. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sur cette pièce là par exemple, je me suis posé la question, qu'est-ce que moi en tant que jeune Togolais, donc jeune à l'époque, né au Togo dans un continent qu'on dit toujours en voie de développement émergent, ayant quand même fait des choses, en plus c'est une pièce que j'ai commencé à écrire dans les années où il y avait des révoltes populaires contre les dictatures en Afrique, et il y avait eu par ce biais, il y a eu des partis d'opposition qui ont accédé au pouvoir, comme en Côte d'Ivoire, et puis finalement les opposants qui refont la même chose. Donc j'étais à un moment où je me dis, j'ai pas envie de vivre cette vie. Enfin, la vie telle que je l'ai reçue, c'est pas un truc que j'ai demandé. Ce sont mes parents qui ont fait leur truc de leur côté, et puis je suis arrivé. Est-ce que moi j'ai envie d'habiter cette vie? Et pour moi, cette pièce, c'était comme mon acte de naissance. Si j'arrivais à me dire, tiens, l'avenir, en tout cas la projection que je me fais, me donne envie, donne du sens à ce que j'habite cette vie, oui. Donc oui, finalement, puisque je suis là, c'est que la question a été réglée. Oui, donc vous êtes un personnage, finalement, en étant un auteur de théâtre. Vous êtes le personnage que vous souhaitez, l'auteur. Oui. Musiquette. Installé près de nous, car en effet c'est la chronique du spectateur avec Bernadette qui a la gentillesse
de se déplacer. Et le micro, voilà, avec Catherine qu'on retrouve et Bernadette. Oui, j'ai plaisir à retrouver Bernadette. On est assez bien installés. On est très bien. Bernadette, donc tu me disais que tu habites depuis une 50aine d'années à Dijon. Oui, c'est ça. Il fait bon vivre? Ah oui. Et tu es une passionnée de théâtre. Oui. Ça fait plusieurs années écoute, que tu nous fais partager cette passion qu'est le théâtre. Et notamment, tu m'as du moins fait savoir qu'il y avait 3 théâtres qui t'avaient assez marqué dans des lieux insolites. Voilà, quand je pense à mes souvenirs de théâtre en mai, ce qui me revient d'abord, c'est les lieux insolites, effectivement. Et le premier, c'était la Tour Vagabonde. Déjà rien que son nom, hein, ça donne envie d'aller voir, quoi. Et puis c'était donc un petit théâtre élisabétain, construit, je pense, à l'image de ceux où travaillait Shakespeare, et qui était installé dans des villes et qui circulait de ville en ville. Et je crois que maintenant, ce théâtre a fini son voyage et qu'il est installé à Paris, dans le 4e arrondissement, je crois. Et donc, on y avait vu un Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Alors évidemment, j'ai des images floues qui me reviennent parce que c'était il y a longtemps. Oui. Mais enfin, j'ai beaucoup aimé cette tour et ce spectacle. Le deuxième qui me revient à l'esprit, c'était dans un jardin de Dijon, mais je ne sais pas lequel, dans lequel on avait installé un cimetière éphémère avec des tombes un peu dispersées, des cercueils ouverts, et on circulait, on déambulait. Ah oui, la fascination des morts, le groupe Merci. Voilà, ça doit être ça. Continuez. Ça doit être ça. Et donc, chaque fois qu'on s'approchait d'une tombe, le défunt, je ne sais pas s'il ouvrait les yeux, je sais pas, mais en tout cas, il évoquait une partie de sa vie. Oui. Et c'était assez fascinant. Ils avaient reconstitué un cimetière, hein, il faut y penser. Et dans les tombes, les comédiens citaient des histoires de vie des gens qui avaient peuplé ce village. C'était où exactement dans Dijon où c'était installé? Je sais, le lieu, anciennement, c'était l'ancien collège lycée Saint-François. Mais depuis, c'est devenu une propriété de la ville ou du département ou du conseil général, je ne sais pas. D'accord. Oui. Solange Oswald, la metteur en scène. Le texte, le nom de l'auteur m'échappe. Mais un auteur qui est dans les jardins du ministère de la Culture. On a une spectatrice qui a assisté également à la représentation. Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et puis, c'était de nuit, je crois, en plus. Hein, c'était de nuit. Et c'était il y a combien de temps? Il y a longtemps. Il doit avoir une vingtaine d'années, ce spectacle. Et le troisième lieu? Alors, le troisième, c'est la cage métallique à 2 étages qu'avait installée une troupe ukrainienne. Alors ça, c'est quelque chose qui... Ça vous rappelle des choses aussi, madame? Je vois qu'il y a des têtes de... Ah oui. Là, j'en viens encore. Alors, je sais que la troupe s'appelait Dak, ce qui veut dire le toit en ukrainien, parce qu'ils ont commencé sur un toit. Leur histoire a commencé sur un toit. Le metteur en scène s'appelait Troïtsky, donc c'est un nom facile à retenir. Hein. Et on savait qu'il s'était un petit peu inspiré de l'Oedipe roi de Sophocle. Mais en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait 2 actes. Dans le premier acte, les spectateurs étaient à l'étage et à travers des barreaux regardaient à l'étage inférieur des prisonniers et des gardes-chiourmes. Et c'était un univers effroyable. C'était le quotidien d'une prison. Et alors, on les voyait... Bon, alors, bien sûr, il y avait des ordres, il y avait des cris, il y avait des cliquetis. Et les gens, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Donc, ils rampaient, ils bougeaient, parfois ils mangeaient, parfois ils dormaient. Et il y en avait un, peut-être un peu plus rebelle que les autres, qui était enfermé dans une cage cylindrique. Ces fortes histoires, Bernadette, sont très imagées dans ce que tu nous racontes. Ah ben oui, quand même. Oui. Mais cela dit, il n'y avait pas de... C'était en ukrainien, il n'y avait pas de surtitres, il y avait... ce qu'on entendait, c'était les ordres, on voit bien que c'est des ordres, les cris, les gémissements, vraiment un univers affreux. Et
il y avait même, j'ai revu ça après en relisant une critique. Il y a eu un moment où quelqu'un avait mis sa tête dans une bassine pour se laver les cheveux. Et, alors, est-ce que mon imagination a transformé un peu les choses? Vous me le direz. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a pris le relais sur sa tête. Et on avait l'impression d'un lavage de cerveau. Et ça, c'est pas de moi, hein, je l'avais lu dans une critique. Mais quand je l'ai relu, je me suis dit, mais effectivement, c'est tout à fait l'impression qu'on avait, quoi. Donc ça, c'était la première partie. Dans le deuxième acte... Mais quelle mémoire. On va voir la pièce. C'est un truc qui m'avait fasciné. Oui, si on vous écoute, le deuxième acte. Dans le deuxième acte, les spectateurs étaient en bas et les acteurs étaient au-dessus. Donc, pas plus qu'au premier acte, on le voyait très bien, parce que c'était toujours à travers des barreaux. Et en bas, on avait quand même, on a mieux ressenti la sensation d'enfermement. En plus, on était dans la pénombre. Et puis, on voyait les gens au-dessus qui étaient habillés en noir, qui n'avaient pas l'air si heureux que ça, bien qu'ils aient été libérés, en quelque sorte, sortis de prison. Et... finalement, ce que je dirais, c'est que je crois que ce qui m'a le plus fasciné, c'est que dans le premier acte, il y avait description, dénonciation, etc. Mais dans le deuxième, on était partie prenante, on était impliqués, puisqu'on était dedans, quoi. C'est nous qui étions là. Et je crois que c'est ça qui fait que je n'oublierai jamais cette pièce, quoi. Merci beaucoup, Bernadette. Ah oui, ça c'est bien d'avoir une mémoire pareille. Hein. Quand les spectacles sont forts, on s'en souvient longtemps. Récit de spectateur, ça fait plaisir de voir que ça reste aussi longtemps. Hein. C'est imprégné dans la mémoire. Gustave, Julie, on revient avec vous. On a fait la première partie avant Théâtre en mai, avant le Théâtre Dijon-Bourgogne. Ils avaient prévu des orages ce soir et on les entend peut-être arriver. Qu'est-ce que vous avez fait cette année au festival? Pas au festival, non, justement, au CDN, au Centre Dramatique National, en travail d'auteur et en accompagnement des projets. Julie, Gustave, Julie. Alors moi, j'ai eu la joie de faire un stage accompagné de Kevin Keiss avec des jeunes actrices et acteurs à la Maison Copeau. Et voilà, c'était. Et qu'est-ce que c'était ce stage? Qu'est-ce que vous avez Comment vous travaillez avec eux? Vous aviez pris une thématique? En fait, on a fait beaucoup de choses avec eux. On les a fait chanter et on les a fait écrire aussi. Voilà, et jouer. Et voilà, c'était. Et comment on fait écrire quelqu'un alors? Voilà, alors moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire écrire les gens, notamment quand c'est la première fois qu'ils écrivent, d'essayer de trouver des jeux, des exercices qui peuvent servir de tremplin pour que les personnes qui n'ont jamais écrit, qui ont l'impression qu'ils sont pas. Oui. Voilà, en fait, c'est pas naturel pour tout le monde l'écriture. Voilà, et en fait, qu'ils puissent découvrir que si, en fait, ils ont aussi une voix d'autrice ou d'auteur. Par exemple, j'ai jamais écrit, très bien. On commence par quel exercice? Alors, on commencerait par des choses qui font pas trop peur, qui sont pas trop intimidantes. Moi, j'aime bien commencer par des listes, aussi un peu à la manière de Georges Perec. Par exemple, des listes de souvenirs, et puis de dire des listes de je me souviens, par exemple, et puis de dire, en fait, c'est essayer d'aller le plus loin dans vos souvenirs, aussi d'aller du plus fort aussi au plus prosaïque, aux petits détails, quoi. Et puis après, on ferait un autre exercice que j'aime beaucoup, que j'ai piqué à François Bon, qui s'appelle Celui ou Celle qui. Et en fait, on doit en fait convoquer tous nos ancêtres. Quelle est la trace, quel est le souvenir qu'ils ont laissé jusqu'à nous. Et il y a une forme plus simple qu'une autre. Il vaut mieux commencer par écrire une lettre, un monologue, un roman, une nouvelle, je pense que c'est un dialogue. Ah non, mais c'est vraiment propre à chacun, quoi. C'est ça qui est.
C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les ateliers d'écriture aussi, c'est de proposer aux gens plein de formes différentes, parce que voilà, chacun va y trouver aussi, va trouver son endroit de confort. Et vous, Gustave, qu'est-ce que vous avez fait cette année avec quel public ou quels participants au Centre dramatique? Alors moi j'ai fait à la Croisée des Routes, donc qui est un laboratoire proposé que le théâtre propose aux artistes associés. Où on trouve un thème et l'idée c'est de venir avec une équipe artistique et puis de travailler aussi en lien avec le public à quelque chose, à une recherche artistique. Moi j'ai proposé, je sais pas pourquoi, mais le thème du bonheur s'est imposé à moi, donc c'était à la portée le bonheur est à votre portée et donc ça s'est traduit par le fait je suis venu avec quatre amis artistes, mais pas qu'artistes. Il y avait aussi un qui était plutôt que j'ai invité parce qu'il était un bon vivant et qu'il aimait bien cuisiner, qu'il aime accueillir les gens. Et je me suis dit que sur le thème du bonheur, c'est important. Donc il y avait lui et puis il y avait les comédiennes de la troupe permanente, dont Lucille aussi. Et on a proposé donc sur ce thème du bonheur au public 2 rencontres. La première où on a demandé à chacun d'apporter un objet auquel le bonheur leur fait penser. Et puis on a fait une petite forme, on a construit quelque chose, on les a rencontrés, on a eu des moments ensemble, des moments où on était en rencontre individuelle. Et à partir de tout ça, sur la semaine qui a suivi, donc une semaine après, on a fait un parcours du bonheur avec le même public invité. Magnifique. D'écriture, on va continuer à en parler en parlant du projet Lettres non écrites de David Gegelson, qui est présenté bientôt au théâtre et auquel vous avez participé également en tant qu'auteur. On en reparlera. Mais c'est l'instant reportage à présent. On est allé avec Arsène, qui travaille avec nous, notre assistant pour les reportages, fourrer notre nez dans les répétitions de Polyester, un spectacle qui va commencer la semaine prochaine, avec 10 jeunes, justement. Il y a eu tout un travail avec ces 10 jeunes gens pour les mettre en scène autour d'une pièce déjà assez dessinée. Et on est allé les surprendre en répétition pour discuter avec eux et entendre un bout de leur texte. Ok, on arrive au théâtre des Feuillants avec Arsène. Et j'ai l'impression qu'on est en pleine répétition, donc on va pas pouvoir parler trop fort. Tu préfères le rouge, Irina, ou le rose? Allez, on commence par le rose. Tu veux bien que tu ailles l'essayer? Tu veux bien que tu ailles essayer tout, comme ça on voit. Mesdemoiselles. Donc on a commencé Polyester il y a 1 mois. On a fait 2 jours un peu de formation, on a fait des exercices de théâtre, tout ça, mais on n'avait pas vraiment commencé la pièce. Donc là, ça fait 4 jours, je crois qu'on est là. Et donc on a appris nos textes pendant le temps qui est passé entre il y a 1 mois et cette semaine. Donc en fait, on s'entraîne donc, à dire nos textes, tout ça. On a fait des italiennes, tout ça, entre nous pour s'entraîner. Et il y a aussi 2 danses qu'on va faire. Donc en fait, on a été, on va dire, recrutés parce que on est tous des danseurs. Et donc ils recherchaient des danseurs. Et en fait, on a juste postulé, on va dire, et donc ils nous ont dit ok, voilà. Et donc on est 10, je crois, à faire la pièce. Et donc ça raconte, en fait c'est un peu une pièce dans une pièce. On va raconter l'histoire d'un livre. Donc ça s'appelle Grand Studio. Et ça raconte un peu une histoire d'amour entre 2 personnes. C'est Rosalia et Timothy. Donc ça se fait en plusieurs scènes. Et en fait, donc il y a Hugo et Margot qui sont les personnages principaux, on va dire, donc qui jouent Rosalia et Timothy. Et nous, on intervient plusieurs fois en fait pour raconter comment nous, on perçoit l'histoire de Rosalia et Timothy. En fait, dans nos
dans nos textes, en fait, il y a des personnes qui sont extérieures à l'histoire. Donc moi, par exemple, je raconte un peu le résumé de l'histoire. Et il y a des filles qui interviennent directement dans l'histoire. Donc il y a des différents points de vue intérieurs et extérieurs justement de la saga. Je m'appelle Alba, j'ai 16 ans. Je suis née dans le 93 et je suis arrivée à Dijon il y a maintenant 7 ans. J'ai commencé la danse à ce moment-là. Et je fais du rugby aussi. Je suis talonneuse dans l'équipe féminine de Dijon à Les Gazelles. D'ailleurs, on est monté en élite 2 l'année dernière. Mais entre le lycée et mes 15 heures de danse par semaine, ça laisse plus beaucoup de place au rugby. J'aime lire, j'adore ça. Et dans le tome 4 ou le 5, je sais plus, pendant les grandes vacances, Rosalia fugue pour retrouver Tim dans son village de pêcheurs, San Maria et Angeles. Je sais plus trop comment on dit. Et c'est au nord du Brésil et elle doit traverser le pays pendant des jours en bus. Et bref, quand elle le retrouve, Tim lui fait visiter le village où il a grandi, au bord de la forêt amazonienne. Et moi j'étais petite, mais j'imaginais que ce village c'était Ahui, là où j'habitais à l'époque. Et quand je lis, je mets toujours les visages des personnes que je connais dans la vraie vie à la place de ceux des personnages. Toujours. Et je repense à ça parce que j'ai croisé la fille qui vendait des glaces à la base de loisirs du lac Kyr quand j'étais petite. Et cette fille, pour moi, c'était la sœur de Tim, Maureen. Et cette fille, je l'ai recroisée il y a pas longtemps. Elle est caissière au Carrefour Express à côté du conservatoire. Et elle doit se dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi à chaque fois qu'on se voit parce que je la regarde vraiment bizarrement. Et elle a raison, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai l'impression de la connaître alors que je la connais pas du tout. En fait, on n'a jamais fait théâtre vraiment, mais au conservatoire, ils nous ont donné on a eu 2 cours de théâtre. Du coup, avec Zélo, on a eu des cours de théâtre. Et c'était pas des textes parlés, c'était surtout des exercices pour arriver à s'exprimer justement de façon théâtrale. We clothed with chain our hearts in vain we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell, love, numb cold night. Je m'appelle Flavie. Je m'appelle Abel. Je m'appelle Zélie. Je m'appelle Irène. Moi je m'appelle Louise-Eugénie. Moi je m'appelle Mélia. Et je m'appelle Adèle. Et on va entendre encore un petit peu de lecture avec Lucie qui nous a rejoint avec un nouveau texte. C'était magnifique, je trouvais, ces voix des jeunes comédiennes, à haut point qu'on ne savait plus si elles disaient un texte ou si elles... ces voix jeunes, quelle émotion. On était tous très attentifs. Ça fait plaisir d'entendre une jeune comédienne comme toi. Hein? Qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'on vient d'entendre? Ouais. J'étais super émue. Elle avait en tout cas, celle qui nous a raconté l'histoire avec ce visage qu'elle avait pris pour son roman, elle était vraiment envoûtante. Enfin, je pouvais pas ne pas l'écouter. C'était hyper intéressant ce qu'elle disait et très touchant. Tu penses aussi, toi, à des gens dans la vraie vie quand tu joues? Que tu transposes les personnages avec? Ouais, je pense que j'imagine des caractères de certaines personnes que je connais dans des rôles pour pouvoir m'aider, pour que ce soit... Enfin, je pense que quand on est comédien, notre plus grande qualité, c'est l'empathie. Et du coup, on voit avec l'empathie qu'on a des caractéristiques de certaines personnes et pour pouvoir on pioche quoi, pour pouvoir les mettre dans des rôles, ouais, c'est sûr. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Alors, je vais lire un texte qui s'appelle Oiseau de Anna Nozière. C'est un texte qu'elle a envoyé du coup au théâtre et que Kevin Kais a choisi. Il est super beau, je trouve. C'est un texte qui est écrit pour 2 comédiens et comédiennes et qui joue plein de petits rôles pour raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle, je vais pas dire de bêtises, Mustapha, et qui a perdu son papa. Et il n'arrive pas trop à gérer le deuil et du coup il essaye de faire comme il peut, mais les adultes autour de lui ne le laissent pas faire. Et je trouve que c'est vraiment un très beau texte. Et je vais te tenir le micro, comme ça tu pourras mieux lire. Ça te dérange pas? Non, très bien, merci. C'est le début. C'est ton papa, m'a dit ma tante. Il a eu un accident. Avec ma tante, on est rentré à la maison. Ma mère a appelé de l'hôpital et elle a demandé à me parler.
J'ai demandé des nouvelles de mon père. Elle m'a dit qu'il avait eu un gros choc, qu'elle attendait le médecin pour en savoir plus, qu'elle allait rentrer tard, qu'on se parlerait demain matin. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle était déjà repartie. Sur le chemin de l'école, on l'a appelée à l'hôpital avec ma tante. Au début, ça répondait pas, mais on a insisté. Ma mère a décroché et m'a expliqué qu'il ne fallait pas fatiguer mon père. Je lui ai demandé s'il avait dit quelque chose sur moi. Elle m'a dit qu'il ne parlait plus, mais que sûrement il pensait à moi, qu'il fallait qu'elle raccroche. En classe, j'ai commencé à avoir mal au ventre, et après aussi, pendant le sport, ma tante est venue me chercher plus tôt. Dans ma chambre, j'ai fait un dessin pour mon père, une souris avec des gruyères et les indestructibles. Ma tante l'a mis sur la table de la cuisine avec un mot au cas où on serait couché quand ma mère rentrerait. On a commencé à manger et on était tout le temps dérangés par le téléphone. C'était des amis qui voulaient des nouvelles de mon père et ma tante leur répondait qu'il fallait attendre. Après dîner, la porte s'est ouverte. Quand j'ai vu ma mère, j'ai sauté à son cou. Elle avait l'air épuisée. Elle venait chercher de quoi dormir à l'hôpital. J'ai demandé qu'elle m'emmène avec elle. Pas pour l'instant. Ce week-end, peut-être. Ma mère m'a serrée dans ses bras, puis elle a attrapé son sac de voyage. Avec ma tante, on l'a regardée partir. J'ai joué un peu à la console et je suis allée me coucher. J'étais dans mon lit quand le téléphone a encore sonné. J'ai écouté pour savoir qui c'était. Ma tante faisait des... Elle n'est pas restée longtemps au téléphone. Elle a poussé la porte de la chambre pour voir si je dormais. Elle s'est assise sur le lit. Elle a allumé la lampe. Mustapha, assieds-toi, mon grand. J'ai quelque chose de difficile à te dire. Les adultes trouvent que c'est trop dur pour les enfants d'aller au crématorium. Ma cousine, Séverine, a proposé de nous garder, Juju et moi. En attendant la cérémonie, les hommes des pompes funèbres ont mis le cercueil dans la chambre d'amis. Ma mère a posé une photo sur le cercueil. C'était mon père avec un pull à col roulé rouge. Il souriait à ma mère qui prenait la photo. De la famille et des amis sont venus à la maison. Ils entraient dans la chambre d'amis en silence. Avec Juju, on est monté dans ma chambre. On était en train de jouer quand ma mère a toqué à la porte. On se retrouve tout à l'heure, mes chéris. Juju et moi, on s'est collés à la fenêtre. Les hommes des pompes funèbres rentraient dans la voiture le cercueil de mon père. La voiture a commencé à s'éloigner, avec derrière, lentement, les voitures de ma famille. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Merci Lucille d'Iran. Bravo, c'est bien comme ça de lire, c'est difficile de se lancer dans la lecture. Merci beaucoup. On te retrouve de toute manière presque tous les jours avec nous. On continue à présent l'émission. On va s'arrêter un instant long sur un projet passionnant qui s'appelle donc Lettres non écrites de David Gegelson, qui est édité aussi aux éditions Le Tripode, qui est aujourd'hui, demain plutôt, présenté dans une version qui a été réalisée. Et puis il y a une version spéciale Dijon. Donc vous allez voir le projet. Peut-être, Julie Ménard, vous présentez le projet pour nous ? Alors je vais dire les quelques mots que David en dit. Voilà. Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu'un sans jamais oser le faire, parce que vous n'avez pas osé, pas su, pas pu ou pas réussi à aller jusqu'au bout, racontez-la nous et nous l'écrirons pour vous. Voilà. Et donc David nous a proposé à Gustave, Kevin, Kais et moi-même de participer à ce projet très, très, très bouleversant. Très bouleversant. Aussi quand on le voit et quand on le fait. Alors quand on le voit, moi pour l'avoir vu, c'est donc un recueil de lettres imaginaires fondé sur une envie et sur une histoire vraie. C'est extrêmement troublant. Voilà d'ailleurs l'arrivée de Kevin Case qui descend les gradins. Alors, dites-moi qui vous avez rencontré, vous concrètement, Julie ? Alors moi j'ai rencontré 8 personnes.
Voilà, c'est donc en tête-à-tête à chaque fois. Donc on a 45 minutes en tête-à-tête où la personne vient nous raconter cette lettre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu l'écrire, qu'est-ce qu'elle voudrait dire, à qui elle veut l'adresser. Ensuite, on est laissé seul. On a 1 heure pour écrire cette lettre et la personne revient. On lui lit, si ça lui va, elle repart avec. Si ça lui va pas, on peut faire des modifications. Et on lui demande en fait si elle nous autorise à possiblement l'utiliser dans le spectacle. Et voilà. Et moi j'ai rencontré donc 8 personnes avec qui étaient vraiment venues. Je me sentais vraiment missionnée parce que c'est à chaque fois en fait c'est vraiment moi ce que j'imaginais pas en fait avant de faire le projet en fait c'est vraiment les gens ils ont vraiment besoin envie très profondément qu'on écrive cette lettre et voilà et donc c'est des histoires à chaque fois on rentre vraiment on plonge dans la vie de ces personnes là et c'est souvent des histoires assez dures. Exemple concret, Gustave, dites-moi. Sans révéler l'identité d'une personne, mais quelle demande, par exemple vous avez rencontré 8 personnes aussi, vous 6, je crois, oui. Non, plus très bien. Oui, en termes d'émotion, il y a de quoi faire et je pense que c'est surtout Kevin qui a eu, il me semble en tout cas, Kevin avait commencé. Moi, disons que j'ai plutôt eu C'était à la fois très émouvant, il y a eu des choses plutôt joyeuses, il y a aussi eu des choses dures, mais à chaque fois avec quelque chose d'un moment où ça a été un moment plaisant dans la rencontre pour moi, qui fait que ça n'a pas été quelque chose où ça m'a... Je sais pas, je trouve que suivant les histoires, ça peut vraiment vous prendre au ventre ou pas, mais je pense juste à une fille, une jeune femme qui écrivait à sa sœur qui porte le même prénom qu'elle, enfin à sa grande sœur qu'elle n'a jamais vue puisqu'elle est morte à la naissance et que même la mère ne l'a pas vue et que la mère a donné son nom à la seconde fille et avant elle a eu des frères, deux frères et puis la mère dit j'ai fait 2 brouillons et une réussite. Donc il faut qu'elle vive avec ça et donc elle voulait écrire à cette sœur dont elle porte, enfin qui est elle en partie. Là, quand j'en parle, il y a une émotion qui arrive parce que c'était très fort et donc de parler à cette sœur pour pouvoir elle continuer son chemin, enfin s'en détacher aussi quelque part. Vous allez d'ailleurs nous lire un extrait d'une lettre que vous avez écrite, le temps que vous puissiez rassembler vos papiers qui sont sur le iPad. Ah, Kevin a un micro. Kevin, qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres et si on... D'abord, je rejoins ce que disait Julie aussi, c'est que c'est une grande responsabilité. Effectivement, il y a comme une sorte de maïeutique au début parce que les gens viennent, des fois c'est très précis ce qu'ils ou elles veulent demander, et des fois c'est plus trouble, il y a vraiment la grande nécessité de venir, qu'on puisse écrire quelque chose, mais l'enjeu n'est pas encore très clair. Donc des fois il faut poser des questions, et là moi j'avais la sensation de m'éloigner aussi de ce que je sais faire d'habitude, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la formulation de cette nécessité d'écriture. Et puis, par exemple, une dame d'un âge certain qui voulait absolument écrire à ses 2 filles, sans savoir vraiment ce qu'elle voulait leur écrire, mais c'était fondamental qu'elle puisse leur écrire. Et donc, il a fallu un petit temps pour réussir à formuler cette chose-là. Et après, effectivement, peut-être que mes camarades l'ont dit aussi, mais on a un temps pour écrire, et puis ensuite, on lit à l'oral la lettre. Donc, c'est une découverte, non pas de l'écriture silencieuse, mais c'est une lettre qui parle, par nos voix. Et pourtant, c'est leurs histoires. Donc, c'est aussi ce jeu d'écart qui fait que peut-être, à la fois, l'émotion, elle est très grande, mais qu'il y a une sorte de catharsis qui est possible. Oui, et ils font beaucoup de critiques sur la version finale que vous proposez. Est-ce qu'on vous dit, non, là, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait l'écrire Moi, il y avait beaucoup de larmes. Donc, c'était vraiment très, très puissant émotionnellement. Et des fois, c'est des choses, assez précises lexicalement, de se dire tiens, moi j'aurais jamais employé ce mot-là. Alors en argumentant des fois au contraire ça convainc totalement. Et puis des fois c'est de se dire je l'aurais jamais employé, j'aurais jamais formulé ça comme ça, mais au contraire ça me délivre.
Mais moi, je suis pas tombé sur des gens qui pinaillaient du tout. Mais pourtant, on les met à l'aise. On leur dit vraiment, dites-nous si vraiment ça vous va pas. N'hésitez pas à être critique. Disons que les metteurs en scène sont plus difficiles avec vous que... Parce que les metteurs en scène, ils retoquent souvent vos textes. Vous avez l'habitude en tant que dramaturge. C'est plus dur qu'à... Mais peut-être ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que c'est souvent des lettres impossibles. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de gens qui venaient pour écrire... c'est aussi la force du théâtre, mais pour écrire à des morts ou à des non-vivants, ou des non-vivantes, un peu ce que tu disais, Gustave. Donc il y a aussi quelque chose qui est assez troublant. Ouais, même la démarche de se dire, en fait, je vais dans un théâtre pour rencontrer quelqu'un que je connais pas du tout, pour lui parler pendant 3/4 d'heure de choses extrêmement intimes, pour qu'on sait le ou la laisser 1 heure écrire, revenir, ça obéit à une grande nécessité. 1 heure, c'est court pour écrire une lettre d'une vie. Mais des fois, cette nécessité n'est pas forcément aussi grande pour les metteurs et les metteuses en scène. C'est aussi peut-être pour ça que la nécessité de dire, c'est des fois plus long le processus, de savoir ce qu'on veut dire et pourquoi c'est nécessaire. Mais 1 heure pour écrire une lettre d'une vie, Non, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Non, parce qu'en fait, David, il a vraiment, je crois qu'il en a écrit beaucoup. Donc en fait, il a vraiment trouvé le format idéal parce que plus, ça serait impossible. En fait, là, on a 1 heure, donc on peut pas non plus trop se poser de questions. En fait, on trace, on y va. En fait, on est plein aussi de ce que la personne elle vient de nous raconter. Voilà. Et en fait, trop, ça serait vraiment 1 heure. Il a expérimenté diverses, et puis je pense qu'il a trouvé le bon processus. Voilà. Qui fait que ça marche. Mais c'est vrai que le protocole, il est important même dans sa brièveté, parce que plus longtemps on rentre vraiment en psychanalyse, c'est-à-dire qu'en fait les gens s'allongent devant nous et en fait vraiment finalement on endosse un autre métier. Oui. Parce qu'après les gens, une fois qu'ils ont beaucoup pleuré, souvent ils veulent un câlin, et puis ils veulent boire un coup. Et moi c'est le moment où je dis que c'est fini. Arrêtez, oui. J'arrête là ma mission. J'ai une autre lettre à écrire. Vous avez la gentillesse, Gustave, de partager une lettre que vous avez écrite. Vous pouvez resituer le contexte ou pas. Vous êtes libre. Je vais juste la lire. Vous me dites, vous me faites un petit top. Quand on en a marre. Oui. Mais non, on n'en aura pas marre. Lettre de Aimé à ses enfants. À mon grand-fils, à ma fille, sa petite sœur, à moi. J'aimerais vous dire que je vous aime. Ça ne se dit pas assez. Que je suis fier de vous. Ça non plus, je ne l'ai pas dit, pas assez. Que je vous ai voulu, que je vous ai attendu, que j'ai tout donné pour que vous vous sentiez bien dans votre tête, dans votre corps, que vous m'avez beaucoup donné, que vous m'avez apporté énormément de joie, de satisfaction. Bravo. La route n'a pas été facile. Cette angoisse énorme en toi dès l'enfance, mon fils, mon grand. Tu courais partout, tu t'opposais à tout, jamais sans repos, toujours très agité, à l'école, dans la famille. Et le diagnostic est tombé. Nous avions mis des mots sur l'âme en peine. Nous avons franchi un cap. Il y a toujours des caps à franchir. Toi, après la grande agitation, ça a été la grande dépression. Ma fille, je sais que tu as pâti de tout ça, que ça a été difficile pour toi. On s'est beaucoup occupé de ton frère. Tu t'es beaucoup occupé de ton frère. Même si tu as tes propres fragilités, comme j'ai les miennes, le père a lâché prise. Malheureusement, les hommes fuient souvent quand ça devient trop compliqué. Mais que de moments de joie. Ton frère qui a tant et tant enchanté ta vie, a enchanté notre vie. Te menait partout avec lui, toujours parti vers de merveilleuses contrées, avec son imaginaire si riche. Je le vois quand il fait du théâtre. Alors là, quand tu es sur scène, mon fils, mon grand, tu es transformé. Tout le monde dit que tu es très, très doué, exceptionnel. Je vous admire pour cette énergie que vous avez trouvée pour aller toujours de l'avant. Que de chemins tu as emprunté, que d'aventures vécues. Ton travail de créateur d'effets spéciaux à Londres dans les grosses boîtes. Boîtes si grosses, si impersonnelles qu'à force d'être face à l'écran, t'as été à cran, t'as lâché prise, cherché sur les parois de la vie d'autres prises, ou prendre cap, dégringoler la falaise. Je suis en colère. La vie me met en colère. Quand l'héritage que tu reçois n'est pas facile à porter, pas cool à transmettre, que je me demande pourquoi, que je m'interroge sur le fait d'avoir des enfants, de les mettre sur ces terres, et quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi on vit ça? Pourquoi c'est compliqué à ce point? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vois toute la joie que vous m'avez donnée, que vous me donnez. Je te vois remonter la pente, littéralement remonter la pente. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle vie. Sur ton vélo, tu livres aux 4 coins de la ville les colis, tu roules, Deliveroo. Parce que, tu le dis, quand je suis sur mon vélo, je me sens léger et libre. Merci.
beaucoup. C'est un extrait d'une lettre que vous avez écrite, Gustave, à Capot, pour une durée d'un spectacle qui fait à peu près 1 heure et demie. Hein, c'est un assemblage, il y a une mise en scène. Vous êtes totalement libre sur la durée de la lettre aussi. Vous pouvez écrire 5 pages si vous voulez. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, par contre. Non, il n'y a pas de contrainte, si ce n'est le temps. Donc, et puis ce que la personne nous a raconté. Donc, si elle est peu bavarde, il faut des fois enjoliver. Mais là, en entendant la lettre de Gustave, je me dis aussi que ce qui est assez troublant, et je pense qu'on l'a tous toutes vécu, c'est que finalement, en étant relié à l'éminemment intime, on touche aussi à l'éminemment universel. C'est-à-dire que ces histoires, elles sont aussi très plantées dans l'époque, dans ce que vivent les gens en ce moment, et la façon dont ils traversent cette chose-là, ça nous relie à la nôtre. Oui, bah là, on entend des mentions des libéraux. C'est des choses qui sont empruntées ou qui sont réelles? Non, qui sont réelles. Qui sont réelles. Complètement, oui. Ouais. C'est ça, c'est cet ancrage-là dans la vie aujourd'hui. Je trouve que c'est comme quelqu'un qui ouvre un pan de son intime, on rentre là-dedans, on perçoit quelque chose. Et je me rends compte qu'en lisant la lettre, tout d'un coup, la personne, cette femme qui raconte son histoire, elle est présente en moi au moment où je la lis, cette oui, lettre. C'est ça. Oui, alors c'est vraiment un projet merveilleux aussi qui replace l'auteur au centre du processus théâtral. Et quand dans ces recherches compliquées de quel spectacle on fait avec les spectateurs, comment trouver du lien, comment écrire ensemble, comment partager, je trouve que celui-là est particulièrement pertinent. Dans la rencontre, il vient chercher l'auteur et vous n'êtes pas en même temps des écrivains publics. Non. Mais est-ce que, de manière générale, quand vous êtes auteur de théâtre, vous écrivez aussi pour quelqu'un pour pas le public, mais qui est le commanditaire en fait d'un texte de théâtre? Je dirais moi. Il n'y a pas d'autre prétention que d'avoir quelque chose à dire et puis de penser que ça peut intéresser d'autres personnes. Après, moi, j'aime bien aussi les projets où je vais rencontrer des gens et que ça soit que ces rencontres-là nourrissent l'écriture. Je trouve que, en tout cas, ce qui est particulier avec Lettres non écrites par rapport à des textes que j'écris, c'est le fait que c'est vraiment c'est comme c'est un grand coup. Enfin, c'est tout d'un coup, c'est comme c'est des choses très fortes. On ne connaissait pas la personne d'habitude parce que dans les processus d'écriture, il y a quand même des rencontres. Là, c'est un one shot, c'est tout de suite et c'est très fort. Et moi qui suis plutôt quelqu'un qui suis timide dans le privé, ça m'a intéressé de le faire parce que je pense que je suis quelqu'un d'empathique et je peux me laisser très vite submerger par l'émotion de l'autre comme une éponge. Et là, ça a été pour moi un bel exercice à faire. C'est la première fois que je le fais, ça a été un très très bel exercice. Qu'est-ce que vous en retirez également, Julie? Bah moi, en fait, avant qu'on me propose de faire ce projet, j'avais lu. En fait, je trouve que c'est vraiment, il a vraiment une idée vraiment incroyable, David Geselson, avec ce projet, parce que c'est aussi. Oui, effectivement, nous, ça nous permet de rencontrer des gens, mais puis aussi, ça déplace complètement l'image qu'on peut avoir de l'autrice, de l'auteur dramatique. Et Mais peut-être par rapport à ça, sur la notion d'auteur ou d'autrice dramatique, c'est que on a l'habitude, nous, d'écrire aussi de la parole, de l'oralité. Et en ceci, les lettres, je crois qu'elles ont cette singularité-là, c'est qu'elles portent aussi la voix des gens VOX qui nous ont parlé. Oui. C'est pas quelque chose qui se lit cacheté. Il a publié en effet les textes, néanmoins. Oui, mais ils ont une force d'oralité très grande, ces textes. Une force d'oralité, et c'est vrai qu'il vaut mieux voir le spectacle. C'est indubitable. D'ailleurs, rendez-vous au Parvis demain, le spectacle Lettres non écrites, et puis le lendemain, ce sera les Lettres non écrites in situ de Dijon présentées à la minoterie. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints pour cette radio en mai numéro 4 à l'extérieur, Théâtre Mansart. On a évité les orages et rendez-vous après-demain. Merci beaucoup. Merci.
Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.